Bien, il est l'heure. Bonjour mes amis, très content de vous retrouver donc une fois de plus à notre rendez-vous maintenant hebdomadaire. Euh, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est assez particulier parce que nous allons parler à la fois d'une technologie qui existe maintenant, qui commence à apparaître, donc les réseaux cellulaires de type cinquième génération, la 5G, et puis les réseaux qui vont arriver, donc un peu plus tard, des réseaux qui arriveront dans quelques années. Alors, on ne sait jamais vraiment. Alors, vous savez, on dit ça arrivera en 2025, 2030, mais en réalité, la technologie, elle va toujours plus vite. Et donc là, ça sera donc la 6G. On pourrait même évoquer, si on le voulait, mais là, ça serait forcer un peu le trait. On pourrait donc parler également de 7G. De 7G. Alors, c'est un sujet important et je vais essayer de vous convaincre du fait qu'il ne faut pas être frileux et que le monde change, vous savez, on l'a déjà dit plusieurs fois, et par conséquent, il faut s'attendre à ce qu'on utilise donc des technologies qui sont innovantes et qui sont par moments assez ébouriffantes. Alors, quel sera donc le sommaire que je vais suivre aujourd'hui? D'abord, on va un petit peu parler de ce que sont les réseaux cellulaires actuellement, on en arrive donc à la 5G. On va parler beaucoup des problèmes de fréquence. Et donc, parce que l'affectation des fréquences reste un sujet qui est très délicat à traiter actuellement, d'une manière un peu désordonnée malheureusement entre les pays, parce que ce qui se passe aux États-Unis n'est pas forcément applicable, ce qui se passe au Canada, en Afrique ou en Europe. Et donc, on va donc évoquer tout ça. On va parler également du spectre donc de ces fréquences, et on va bien le découper, parce que pour comprendre ce qui nous attend, il faut voir aussi quelles sont les fréquences qui sont disponibles. Alors les fréquences jusqu'à 5 GHz, entre 5 GHz et 300 GHz, et au-delà de 300 GHz, vers ce qu'on va appeler les ondes submillimétriques, et qui vont donc être concernées justement par la 6G. Alors, on va voir déjà maintenant ce qui se passe avec la 5G. Quelles sont les technologies qui sont sous-jacentes, parce qu'on va en retrouver certaines dans la 6G, je pense en particulier au massif MIMO, et on va regarder quels sont les éléments qui aujourd'hui font que ces réseaux qui nous attendent donc demain sont des réseaux absolument extraordinaires, sont des technologies qui sont en train d'arriver. Et donc, on va parler, par exemple, des réseaux cellulaires privés. Non pas des réseaux publics, mais des réseaux cellulaires privés, 4G, 5G, et bientôt donc 6G, des infrastructures donc privées pour nous, dans une usine, dans un campus, etc. On va donc évoquer maintenant exactement ce qu'est la 6G et ce qui nous attend avec ça. On va donc le décrire, et on va regarder quels sont donc, en plus donc de ces réseaux cellulaires privés, quels sont les réseaux, quelles sont les technologies qu'on ne maîtrise pas suffisamment encore aujourd'hui. Donc des technologies, par exemple, technologies donc de lumière visible, transmission, donc pas confondre avec la fibre optique, donc utilisation de la lumière pour transférer donc des données. On va parler également des murs intelligents. Vous allez voir ce qui nous attend demain, c'est complètement fou. Nos murs vont devenir intelligents. Et en fait, ils vont servir à transporter les signaux donc cellulaires d'un émetteur vers un ou plusieurs récepteurs. Et puis je terminerai, après avoir longuement donc évoqué cette 6G et cette technologie, je vais donc évoquer les problèmes de la santé, parce qu'à force de faire des apprentis sorciers, il est bien possible que l'on ait quelques problèmes dans quelques années. Alors la première chose que je voudrais donc évoquer, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est que les réseaux cellulaires, je parle des réseaux cellulaires à très haut débit maintenant, donc 5G mais aussi 6G. Et donc des réseaux qui ont des vitesses qui vont être de l'ordre de 10 gigabits par seconde. Alors il ne faut pas dire à quoi ça va servir, parce que de toute façon, ça va servir à quelque chose. Et je voudrais un tout petit peu revenir en arrière, si vous voulez bien. En 1998, on utilisait encore, c'est ce que donc je montre ici, on utilisait des modems, alors peut-être qu'on a oublié le mot modem, des modems V34 qui fonctionnaient à la vitesse phénoménale de 33,6 kilobits à la seconde. Et ça fonctionnait sur des réseaux commutés téléphoniques et sur des liaisons spécialisées de fils de type téléphonique. Rendez-vous compte, ça n'a que 20 ans.
Et donc c'est très court. Et si on avait dit en 1998 qu'en 2020, on évoquerait des réseaux cellulaires avec des satellites qui vont nous entourer par centaines, voire par milliers autour de la planète, et qu'on aurait des vitesses de 10 gigabits par seconde, je suis sûr d'une chose, on aurait pris notre petite calculatrice en disant mais 10 gigas c'est quoi par rapport à des kilos? On ne l'aurait pas cru. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, la technologie nous rattrape, nous dépasse, et il ne faut pas se poser de questions d'une manière trop pragmatique en se disant aujourd'hui à quoi va nous servir cette technologie. Il faut penser que ça va se passer demain. Ce qui va se passer dans les réseaux d'une manière générale, c'est que le paysage réseau va se simplifier. Sur le haut débit, je pense que le sans fil va prendre de plus en plus d'importance, sauf pour les fibres optiques qui vont conserver un cran d'avance, je pense à des fibres optiques de type monomode, et qui peuvent atteindre des débits, eux, des terabits par seconde. Ça sera surtout pour les backbones, donc des réseaux. Mais finalement, le réseau avec lequel on aura affaire couramment, ça sera un réseau de type cellulaire. C'est comme ça. Et puis, toutes les autres technologies seront donc disparues, vont disparaître, ou bien elles ne seront que des compléments. Et je pense à toutes les technologies de type XDSL, donc ADSL, VDSL, etc., qui sont limitées en bande passante, et puis le câble, qui est très très fréquent et très utilisé donc en Amérique du Nord, lui aussi il est limité par des problèmes de vitesse. Et quant au Wi-Fi, eh bien il est... alors c'est vrai qu'il monte en puissance. On a vu récemment donc une annonce intéressante qui a été faite par la FCC américaine et qui a libéré donc la fréquence de 6 GHz pour le Wi-Fi. Mais le Wi-Fi présente un certain nombre d'inconvénients qui font il ne restera, à mon sens, qu'une technologie de complément, même si elle est très utile aujourd'hui avec nos smartphones. Et puis de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde change. Et on n'a pas attendu le Covid-19 pour ça. Les modes de travail ne reviendront jamais à ce qu'ils étaient auparavant. Et les nouvelles pratiques ont besoin en permanence, dans les connexions, de liberté, de performance, de disponibilité et de respect de la santé. Je vous ai mis ici quelques caractéristiques à droite de ce que sera notre mode de travail demain. Alors, je fais une distinction entre mes amis d'Amérique du Nord et canadiens qui sont plus habitués à une certaine élasticité dans le fonctionnement donc, du travail par rapport à des Européens. Mais ça sera comme ça, il faudra donc bien s'habituer. Les employés du TI, de l'informatique, auront plusieurs employeurs. On aura un stress plus important à cause de ça. La durée effective du travail, à laquelle on s'accroche d'une manière absolument inconsidérée, va augmenter avec le nombre d'employeurs. La rémunération, elle ne se fera plus au temps passé, mais elle se fera sur une base horaire. On aura besoin donc de moyens de communication et on sera prêt à payer un loyer de communication parce que c'est ce qui nous permettra de travailler. Je pense prêt à payer un loyer de communication parce que c'est ce qui nous permettra de travailler. Je pense, et vous serez sans doute d'accord avec moi, que demain, l'outil, la bande passante de réseau cellulaire va remplacer la voiture. La voiture nous permet d'aller au bureau, mais demain, mon bureau, c'est chez moi, c'est à la gare, c'est n'importe où, c'est dans un hub d'entreprise, mais pas très loin de chez moi. Et donc, j'ai besoin avant tout de moyens de communication importants, et donc je paierai un loyer pour ça. Et puis en plus, les frontières donc, du travail vont disparaître. Raisonner aujourd'hui, on se dit, non, je réserve le travail à un certain pays à l'intérieur de ses frontières, mais excusez-moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que le monde évolue, même si ça peut nous inquiéter, parce qu'on peut se dire plus fragile à cause de ça. Mais c'est une évidence que ces frontières vont donc voler en éclats. Et donc on a besoin de réseaux extrêmement avancés. Ça, c'est une certitude. Bien. Cela établit le spectre des fréquences. Alors, je vous montre ici les fréquences qui sont en jeu dans notre discours aujourd'hui sur la 5G et la 6G. Il y a 3 grands domaines. Alors, j'ai représenté ici plusieurs manières de voir donc ces fréquences.
La manière dont le voit I3E, donc, est un organisme de normalisation, avec toutes les bandes de fréquences, en particulier satellitaires, à droite de mon schéma. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est en bas. En bas, vous avez, finalement, les fréquences les plus basses sont à gauche. Vous avez, en dessous, disons, de 300 MHz. Pour la petite histoire, la centaine de MHz, c'est celle qui est utilisée par les communications dans les avions. Avec les tours de contrôle, c'est autour de ces fréquences-là. Ensuite, on a des réseaux donc cellulaires qui travaillent, qui fonctionnent jusqu'à 1 gigabit seconde, 1 gigahertz, pardon, et on dit qu'on est donc dans le sub-gigahertz. Ce sont des fréquences qui sont assez recherchées aujourd'hui parce que on verra que plus on monte dans les fréquences, plus on a des difficultés pour pénétrer dans les immeubles et traverser les murs. Et plus les fréquences sont basses, donc plus c'est facile. Et donc, à 700 MHz, par exemple, 800 ou 900 MHz selon les pays, ce sont des fréquences qui sont des fréquences en or et que les opérateurs s'arrachent, effectivement, en payant des fortunes colossales. Donc, la deuxième génération, troisième, quatrième génération, elle est entre quoi? Elle est finalement entre 700-800 MHz, et on va dire pour à peu près pour la 4G et la 5G, on va jusqu'à à peu près 5 GHz, voire un petit peu au-dessus maintenant, à peu près jusqu'à 100 GHz, en utilisant des bandes de fréquences qui peuvent être cumulées et qui n'ont plus besoin, comme c'était le cas auparavant avec la 3G par exemple, d'être juxtaposées et d'être les unes à côté des autres. On peut utiliser maintenant des bandes de fréquences qui sont réparties comme ça. Et alors, ce qui se passe, c'est que au-delà de 100 GHz, on va dire, ou de 300 GHz, on va être dans un monde toujours un monde d'ondes millimétriques, mais ce sont des ondes qui peuvent aller jusqu'à 1 THz ou 3 THz. Et là, on est cette fois-ci non plus dans le sub-gigahertz, mais dans le sub-millimétrique. Et donc, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est cet espace, cet Eldorado, on pourrait dire, on va dire entre 6 GHz et 3 THz, vous voyez, cet espace donc de fréquence très importante qui est en jeu. Et les États-Unis, avec la FCC, récemment d'ailleurs, a accepté d'attribuer des licences qui vont durer une dizaine d'années pour tester justement la 6G et sur des fréquences qui iront jusqu'à 3 THz. Mais on verra, parce qu'on va en parler longuement par la suite, on verra que tout n'est pas gagné, non seulement sur le plan des technologies, mais également, par exemple, sur le plan de la santé, on est quand même un tout petit peu inquiet. Alors, les ondes millimétriques, on en parlera assez souvent. Hein. Je vous l'ai dit, c'est entre 30 et 300 GHz millimétriques, et au-delà, on sera dans les ondes submillimétriques qui pourront aller jusqu'à 3, mais on parle même déjà de 30 THz. Ouais, c'est pas rien. Hein. Les avantages des ondes millimétriques qui sont donc utilisées par la 5G et qui le seront également par la 6G, c'est d'abord la bande passante qui est absolument colossale, vous vous rendez compte? On est entre 30 GHz et 3 THz, alors là il y a de quoi travailler. Hein. Il y aura relativement peu d'interface avec l'environnement parce que la nature n'est pas très courante, je veux dire, en matière d'ondes millimétriques. C'est plutôt des fréquences qui sont différentes, et en particulier plus basses. Donc il n'y a pas trop d'interférences avec des phénomènes naturels. La taille des antennes aussi, il faut savoir, elle diminue avec la montée en fréquence. D'ailleurs, c'est l'un des intérêts de la 5G, donc c'est d'avoir des antennes qui sont beaucoup plus petites. Maintenant, ça a quand même quelques inconvénients. Plus la fréquence est élevée, je vous l'ai dit, plus il est difficile donc de pénétrer donc dans les immeubles de grande hauteur, hein, avec l'affaire des fréquences en or entre 700 et 900 MHz, pardon. Inconvénient également, c'est la sensibilité à l'environnement physique. Il se trouve que quand vous montez sur des fréquences élevées, les communications sont sensibles, par exemple, avec le feuillage des arbres, les gaz de l'atmosphère et les gouttelettes d'eau qui sont maintenues donc en suspension donc dans l'air. Vous voyez. Plus il y a un certain nombre de phénomènes qu'on maîtrise encore pas très bien, en particulier celui de la résonance des molécules d'oxygène avec donc à ces fréquences-là, et qui contribuent à atténuer fortement donc l'usage donc de ces fréquences. Alors comme je vous l'ai dit, le domaine terahertz, donc c'est le domaine, donc le Tera c'est 10 puissance 12 Hertz.
Et il s'étend donc de 100 GHz, donc à peu près à 30 THz, ce qui correspond en matière de longueur d'onde, cette fois-ci, entre 0,01 et 3 millimètres. C'est ce qu'auparavant on appelait l'infrarouge lointain ou les ondes submillimétriques. Bon. Ces ondes donc du domaine terahertz ont un fort pouvoir pénétrant, mais attention, pas à travers tous les matériaux. Je vous ai dit, ça ne passe pas les murs. Par contre, ça traverse certains matériaux qui ne contiennent pas d'eau. Donc des conducteurs qui ne contiennent pas d'eau, des vêtements, du papier, du bois, du carton, des plastiques. En plus, ils sont faiblement énergétiques et ils ne sont pas ionisants. C'est-à-dire ionisants, ça veut dire qu'ils ne modifient pas la structure atomique, en particulier les couches externes électroniques, donc des atomes, des cibles sur lesquelles qu'ils atteignent, hein, ils ne sont pas ionisants, alors qu'il y a certaines ondes qui, elles, sont ionisantes et modifient cette structure atomique. Bien. Et donc la FCC a ouvert les premières bandes, comme je vous l'ai dit. Ce qui est gênant aujourd'hui, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de consensus international sur ces sujets. Moi, j'ai toujours pensé que pour assurer donc des communications de bout en bout, on pourrait se dire qu'après tout, les fréquences, l'attribution des fréquences pourrait être gérée un peu comme IP, hein, et pourquoi pas par un organisme qui dépendrait de l'ONU, donc qui théoriquement serait indépendant donc, des États. Mais malheureusement, c'est pas comme ça, et on continue donc de véhiculer des incompatibilités donc entre les réseaux, ce qui à mon avis est très stupide aujourd'hui, hein, il faut quand même le reconnaître. Pour ce qui est de la 5G, donc nous y sommes maintenant. Alors je vous ai mis sur ce schéma, et jusqu'en 2020 maintenant, un petit peu tout ce qui s'est passé donc depuis quelques années, l'évolution donc de la 5G qui arrive aujourd'hui d'une manière, faut dire, un tout petit peu désordonnée encore, hein, parce que bon, tous les pays n'appliquent pas les mêmes technologies, les fréquences utilisées ne sont pas les mêmes, les modes d'accès radio ne sont pas les mêmes non plus. Bon, à croire que les organismes on va dire de normalisation et de type FCC, eh bien, ne sont pas capables de se parler. Alors, on voit qu'il y a eu différentes releases dans la 5G, la 13, 14, jusqu'en 2017, il y a eu la 15, ensuite la 16, et maintenant on est à la 17, qui normalement devait trouver une explosion dans les Jeux Olympiques de Tokyo, mais il semblerait que ces Jeux Olympiques aient quelques problèmes et qui finalement seraient reportés donc en 2021. C'est la faute bien sûr au Covid-21. Pendant ce temps-là, le LTE dit de 4e génération, lui, a continué d'évoluer. Hein. Et donc les phases que vous voyez ici, actuellement, on est dans une phase de 5G de préstructuration. Donc vraiment d'implantation très concrète. Hein, on est maintenant, ça y est, ça démarre, ça démarre. Alors, certains pays, je pense entre autres aux États-Unis et le Canada, sont très avancés. Et s'ils sont avancés, c'est parce qu'ils ont été en retard à un moment donné. Du temps de la 2e génération, 3e génération, voire un peu la 4e, il y avait un historique dans l'Amérique du Nord qui était très contraignant. Alors que d'autres pays, entre autres, ça a été la Chine, mais surtout en Europe, avec je pense surtout à la 2G et la 3G qui ont été donc des projets qui ont été extraordinairement réussis, hein, grâce entre autres à une activité européenne. Et donc les Européens se sont retrouvés avec des réseaux qui étaient finalement très suffisants. Hein. On n'avait pas à ce moment-là forcément des besoins de communication à haut débit que nous pourrions avoir aujourd'hui et que nous aurons encore plus donc demain. Donc on est moins motivé. Ce qui n'est pas le cas donc en Amérique du Nord, qui en plus a pratiqué des prix sur des technologies qui étaient des technologies propriétaires. Il ne faut jamais oublier que les technologies américaines viennent largement de Qualcomm, donc il y a des brevets derrière tout ça, il n'y a pas de la même volonté politique que l'on pourrait imaginer dans d'autres environnements, et donc les prix étaient beaucoup plus élevés. Quand on compare un 20 mégabits par seconde ou avec un réseau cellulaire à Paris ou à Londres, c'est pas du tout la même chose qu'un réseau cellulaire pareil à Montréal ou à New York. Et donc les Américains et les Canadiens sont très motivés, eux, pour avoir quelque chose de beaucoup plus performant et qui normalement devrait leur coûter moins cher. Donc vous avez ici à peu près donc l'évolution de la 5G.
Bien. Alors, ce qui caractérise la 5G, ce qui est quand même assez étonnant, puisqu'on y est maintenant, hein, alors je vous les rappelle parce que je pense que vous les connaissez, ce sont des capacités de transfert donc très importantes et des connexions en masse de l'ordre de 1000 fois le trafic 4G. Donc finalement, c'est 1000 fois plus de terminaux connectés, y compris donc dans des zones qui sont saturées. C'est la 5G, c'est le fait d'être compatible avec un grand nombre de dispositifs et des besoins au-delà, et ça c'est un énorme changement, au-delà des mobiles, vers cette fois-ci, vers les capteurs, les sensors, ou d'autres objets qui pourraient revenir, l'être humain, le corps humain, les lunettes, enfin énormément de choses comme ça. La distribution du temps de latence d'établissement, donc la diminution donc du temps de latence d'établissement des connexions à moins de 1 milliseconde, dans les cas les plus favorables, ce qui sera d'ailleurs vrai avec la 6G, hein, à mon sens sera l'élément central de la stratégie. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec 1 milliseconde de latence, vous n'avez pas à attendre une demi-heure pour vous connecter à un réseau. Vous avez 1 milliseconde de temps de latence. Or, les applications qui jusqu'à maintenant étaient pénalisées, je pense aux applications transactionnelles basées sur le protocole TCP, ou même UDP, eh bien, étaient beaucoup trop bavardes et ont passé son temps à se connecter, se reconnecter, se connecter, et ont passé un temps fou, ce qui fait que finalement, les applications n'étaient pas efficaces. Bien. Maintenant, avec du 1 milliseconde, ça va pas être comme ça. Donc la 5G, ça va être c'est le début vraiment du transactionnel lourd, accessible maintenant sur du cellulaire, ce qui sera encore plus vrai donc sur les réseaux donc 6G. Bien. Cette 5G est suffisamment flexible aujourd'hui pour exploiter au mieux différentes bandes de fréquences qui sont attribuées, je vous dis, entre 10 et 100 GHz, voire au-delà, et on peut cumuler donc des bandes élémentaires. Alors, la 5G sera aussi en principe beaucoup moins coûteuse, sauf pour les Européens, et on peut penser qu'il y aura à peu près 50 à 90% donc de réduction au niveau du bit utile. Alors on espère que ça va se répercuter dans les abonnements. Alors, les grilles tarifaires de la 5G sont systématiquement associées à des barèmes de volume de transfert de données. Celui qui téléchargera plus de données, il paiera plus que celui qui se contentera d'une simple connexion donc avec la messagerie. Donc ça, alors, vous voyez, donc 1000 fois plus d'usagers, réduction des coûts. Alors, il y a également meilleure efficacité énergétique. Permettez-moi d'être extrêmement sceptique. Parce que dans la mesure où vous avez sur vos téléphones et sur vos tablettes, vous avez plus d'applications consommatrices, plus de choses qui vont se passer en arrière-plan, évidemment vous allez consommer plus de batterie. Peut-être que intrinsèquement la 5G, toute chose étant égale par ailleurs, serait peut-être effectivement moins consommatrice, mais globalement on va consommer bien sûr beaucoup plus que ça. Et puis alors, on verra également, mais ça sera encore plus vrai d'ailleurs avec la 6G, on va pouvoir se déplacer à des vitesses extrêmement élevées. Et je vous le dis dès maintenant, la 6G sera compatible avec les avions, la 6G, sans passer par des infrastructures extrêmement compliquées, comme avec des satellites. C'est très très complexe aujourd'hui. On pourra aller jusqu'à 1000 km/h de vitesse de déplacement, alors que la 5G, un peu aussi la 4G, on est plutôt autour de 100 à 200 km/h. Donc voilà à peu près les caractéristiques donc de la 5G. Les challenges techniques qui expliquent donc les progrès assez étonnants qu'on a réalisés en matière donc de 5G, c'est d'abord le massif MIMO. Le massif MIMO, c'est le fait que vous pouvez émettre plusieurs paquets appartenant à un même signal à partir de plusieurs antennes. Bien. Et à l'arrivée, vous ne récupérez pas les paquets que vous remettez dans l'ordre avec une seule antenne, mais vous récupérez ça à partir de plusieurs antennes. Vous faites du multiplexage lourd, massif, dans les deux sens. En plus, on va utiliser des technologies donc de méthodes d'accès donc dites non orthogonales qui sont beaucoup plus efficaces. Bien. Et puis, je vous l'ai dit également, donc c'est l'usage des bandes passantes au-delà donc du 6 GHz. Alors, on évoquait sur ce schéma ici également ce qu'on appelle l'efficacité spectrale. L'efficacité spectrale en réseau, c'est le nombre de bits transmis par hertz et par seconde. Pour
pour un réseau de type Wi-Fi, on est à peu près à 0,5. Vous voyez, à peu près. Avec un réseau de type 5G, on va être entre 5, déjà la 4G c'était à peu près 5 bits par hertz et par seconde, et avec la 5G, ça va être jusqu'à 30 bits par hertz et par seconde. La meilleure manière de bien comprendre l'intérêt de la chose, c'est vous imaginez une autoroute. Si vous avez qu'une voie, on va attendre les uns derrière les autres. Et si vous avez 6 voies différentes, on ira beaucoup plus vite et on aura une efficacité d'usage donc de l'autoroute, la vitesse en particulier, qui sera plus intéressante. Donc ça, ce sont donc les caractéristiques techniques donc de la 5G. Alors ce qui va se passer, ce qui se passe déjà, et j'attire vraiment votre attention là-dessus parce que ce sont des choses qui sont en train d'arriver maintenant et qui vont être de plus en plus présentes dans les technologies à venir et en particulier sur la 6G. D'abord, les réseaux cellulaires privés. Ça, les réseaux cellulaires privés, c'est au fond la réponse aujourd'hui à ce qu'on appelait autrefois les réseaux privés mobiles, les privés de radio mobiles, les PMR. Et c'est aussi une réponse au problème d'attribution et de partage de fréquences. Alors je viens de donner le mot partage de fréquences. Voilà quelque chose qui est fondamental parce que malheureusement les fréquences ne sont pas extensibles à l'infini, on est de plus en plus nombreux à vouloir les utiliser, avec en particulier les 100 milliards de capteurs qui vont arriver un de ces jours sur la planète et qu'il va bien donc falloir servir, et donc il va falloir les partager. Et on verra un peu plus loin que l'une des techniques qui est mise en œuvre aujourd'hui par les Américains s'appelle la technique CBRS. CBRS est une technologie de partage donc de fréquences qui se situe à 3,5 GHz, donc en dessous donc de la limite du 5 GHz, et qui permet donc de réutiliser des fréquences déjà attribuées à des opérateurs, mais qui n'en ont pas forcément un usage vraiment très efficace et qu'on peut réattribuer localement à d'autres utilisateurs. On verra un peu plus loin que CBRS, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans la tête parce qu'on va la retrouver, ce fameux partage de fréquences, on va le retrouver donc dans la technologie 6G. Et donc ça, réseau cellulaire privé, c'est un partage donc de fréquences. Et ça va remplacer en grande partie donc le Wi-Fi. Et donc ça permettra de faire des communications dans des espaces de 50 km par exemple, de bout en bout, ce qui est compliqué à faire avec du Wi-Fi, dans la mesure où il faut mettre des routeurs partout et qu'assurer la connexion de bout en bout, là, ça n'a rien de ça. Bien. Donc ça permettra de répondre à ce problème. La portée d'une antenne 4G, 5G et bien sûr encore plus 6G est entre 3 et 10 fois supérieure à celle d'un routeur Wi-Fi. On a dit que l'efficacité spectrale était beaucoup plus importante. De plus, avec un réseau cellulaire privé, eh bien, je peux paramétrer maintenant, donc la fameuse qualité de service. Et donc, servir les différents besoins qui passent sur mon réseau de différentes manières. Alors, LTE privé 4G ou 5G, bientôt 6G, exploitera n'importe quelle fréquence, donc y compris celles qui ont peut-être été attribuées, et je vous ai évoqué donc les 3,5 GHz donc aux États-Unis, ou également une autre technologie américaine qui s'appelle Multifire, qui elle se situe à 5 GHz. En plus, du point de vue des terminaux, pas de souci. On a donc des téléphones et des tablettes qui communiquent sur de la 4G et de la 5G, ça marchera dans un réseau privé. Alors qu'avec un réseau Wi-Fi étendu, c'est déjà moins évident. Il faut voir quelle est la norme qui est mise en œuvre, 802.11, 802AX maintenant, AY, etc. Bien. Meilleure compatibilité des terminaux et quelques inconvénients quand même. Le coût d'installation, c'est vrai, qui est beaucoup plus élevé. Mais c'est pour ça que je vous cite cette technologie CBRS, cette technologie, à partir du moment où on va commencer à partager les fréquences, les équipements qui seront compatibles avec ça vont faire baisser les coûts. Donc c'est très important. Et en plus, c'est vrai que l'administration donc d'un réseau cellulaire est quand même plus complexe. Alors, bon, je vous recommande de suivre, mais je vais y revenir un peu plus loin, donc cette technologie CBRS, qui va être, à mon sens, on en parle assez peu, mais qui va être, à mon avis, quand même vraiment utile. J'y suis maintenant. Donc voilà, le gouvernement américain donc a pris une initiative, c'était en 2018, donc il n'était pas en retard, moins qu'on puisse dire, donc d'autoriser le partage de fréquences autour du 3,5 GHz
en mode, donc c'est VRS, hein. En fait, c'est 150 mégahertz, pardon, de 3,55 à 3,70 gigahertz. Donc, ça confirme le fameux concept de partage de fréquences dont je vous ai dit qu'il a fait beaucoup de progrès et règle en partie donc le problème des fréquences affectées. En fait, c'est un système de hiérarchie à 3 niveaux. Vous avez donc des 3 niveaux d'utilisateurs qui vont utiliser les mêmes fréquences localement sur un espace bien précis, mais qui peut quand même être assez étendu. Alors vous aurez toujours, et on le voit sur cette pyramide, les mieux servis, hein, qui sont déjà présents sur la bande. En fait, ce sont des radars, entre autres de la marine américaine, quelques services de la défense, hein, et des locataires qui sont toujours là depuis longtemps. Donc ceux-là resteront. Ensuite, on a un deuxième niveau d'usage, qui est celui, ce qu'on appelle le PAL, qui se positionne sur la partie basse de la bande, 100 MHz cette fois-ci, hein, sur les 150, qui vont de 3,55 GHz à 3,65 GHz. Et on aura des bandes de 10 MHz qui vont être attribuées aux enchères pour une durée de 3 ans, non renouvelable, c'est en tout cas comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, avec quelques contraintes en termes de licence par utilisateur et par entité territoriale. Mais ce sont les mêmes fréquences, finalement. Et on le voit sur le schéma qui est ici en haut. Et enfin, vous avez des usagers, on va dire sans que ce soit péjoratif, le tout venant, ce qu'on appelle les G2A. Là, c'est des utilisateurs très divers qui auront accès donc à une partie on va dire, de ces 150 MHz, et non pas 200, à condition qu'elle ne soit pas, à un moment donné, déjà utilisée par un niveau supérieur. Vous voyez? Et donc, l'affectation, si à un moment donné, vous utilisez une fréquence, vous êtes un GA, vous utilisez une fréquence, il n'y a personne dessus. Parfait, ça marche très bien. Et puis à un moment donné, paf, on a quelqu'un du niveau supérieur, donc du niveau PAL ou du niveau 1, qui l'exploite automatiquement et d'une manière dynamique. Vous basculez sur une autre fréquence. C'est ça qui a fait des progrès. C'est le fait de partager ces fréquences, et ça sera essentiel donc dans l'évolution des réseaux tels que nous allons donc maintenant donc les voir. Alors, les réseaux cellulaires privés, donc vous voyez, on en a parlé tout à l'heure, mais on peut un petit peu le rappeler, ce sont des réseaux 4G, 5G, donc qui vont concerner par exemple surtout l'industrie, hein, la robotique des usines, la logistique industrielle, des infrastructures critiques, par exemple les centrales nucléaires, toutes les infrastructures de distribution d'eau, tout ce qui est alimentation électrique, les hôpitaux, l'armée, les industries primaires, les industries minières, les forages pétroliers par exemple, et puis les structures à forte densité, par exemple les stades, les aéroports, les zones commerciales. Et donc c'est le schéma qui est ici à gauche, en fait c'est le schéma explicatif de ce qu'est un réseau 4G, 5G et 6G privé, avec, je vous l'ai dit, deux caractéristiques, des coûts quand même plus importants et une administrabilité qui est quand même un peu moins évidente. Alors, les raisons maintenant de la 5G, hein, on les connaît, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, je ne parle pas ici simplement des réseaux privés, hein, je parle de la 5G en général pour arriver donc à la 6G. C'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ça c'est une certitude. Les drones qui vont donc participer à la réalité économique du marché, j'en suis certain. Je crois que la 6G sera pour les véhicules autonomes l'un des 3 piliers de base avec l'intelligence artificielle et les capteurs sur la chaussée. À mon sens, ça sera un autre débat, hein, mais il ne peut pas y avoir de véhicules autonomes si on n'a pas des réseaux extrêmement résilients et performants tels que la 5G, mais également des capteurs sur la chaussée. C'est l'éducation à distance. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On a la vie pourrie par un virus coronavirus qui nous pourrit la vie. Et les gens s'habituent maintenant, finalement, à des formations qui sont à distance. Des formations privées, des formations en groupe, les gens restent chez eux. On restera pas tout le temps chez nous, mais on restera de plus en plus chez nous. Et donc, l'éducation à distance, elle se fera de plus en plus comme ça, et on a besoin d'une bande passante extrêmement importante. Les connexions neuronales de type BCI, elles sont aujourd'hui présentées comme une possibilité tout à fait concrète. Et elles vont se développer avec la 5G également et la 6G. Hein, donc 5G et 6G. La médecine de demain, vous croyez qu'on va continuer de se déplacer toujours à l'hôpital ou en Europe chez un médecin libéral? Mais non, c'est fini. On le voit bien avec le corona machin.
Donc maintenant, on va peut-être faire, on va se imprimer donc des analyses à faire. On ira faire ça dans un laboratoire. On leur enverra par un message sur un hub de médecins, de spécialistes qui seront beaucoup plus compétents d'ailleurs que mon généraliste. Et je ferai 80% de mes interventions, on va dire, médicales, hein, je les ferai à distance. C'est une certitude. Les problèmes qu'on a eu à un moment donné avec le fait que je ne veux pas partager des informations confidentielles qui ont sur la santé, ça va exploser. Et ça explose d'ailleurs aujourd'hui. La blockchain également sera donc un grand utilisateur. Les objets industriels, hein, bon, les grands logiciels intégrés, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de relations clients, supply chain management, les ERP, etc., seront de plus en plus consommateurs de 5G et de 6G, hein, parce que 50% de leurs clients sont mobiles et ont besoin donc d'avoir des bandes passantes importantes. Gros besoin également donc d'architecture sans fil, hein, et sans rupture, absolument. Et alors, et je sais que parmi vous, il y a des personnes donc, qui sont très portées vers des applications de type ville intelligente. Ça sera évidemment un utilisateur idéal. On a besoin de communication tous azimuts disponible et la 5G et encore plus donc la 6G va donc répondre à ce problème d'une manière évidente. Donc voilà la 6G qui arrive. Alors là, tenez-vous bien, on va annoncer des chiffres quand même qui sont assez délirants. D'abord la date. On nous annonce 2030. Bon, moi je pense que ça viendra beaucoup plus tôt. Je pense qu'en 2025, on y sera. Ce qui veut dire que vous, qui avez des responsabilités donc d'architecture, soit parce que vous êtes responsable de d'ETI, chef de projet ou autre, vous devez maintenant regarder ce qui va arriver avec la 6G, parce que ça va modifier profondément l'architecture de vos systèmes donc de demain. Après tout, si c'est dans 5 ans, eh bien c'est au fond l'échéance d'un schéma directeur assez classique. Alors, les caractéristiques maintenant, et je vous dis, il faut s'accrocher aux branches. Hein. Vitesse de l'ordre du terabit par seconde, donc à peu près 1000 fois mieux que la 5G. Bon. Terabit par seconde, hein. Et je vous dis, les modems V33, on était à 33,5 kilobits par seconde. C'est incroyable. La couverture spatiale de très grande envergure, qui cette fois-ci, l'efficacité spectrale, va s'exprimer différemment. Cette fois-ci, c'est toujours des bits par hertz et par seconde, mais maintenant par mètre cube et par joule consommé ou diffusé. On ne sera plus donc uniquement dans une efficacité spectrale liée donc à ces fréquences, mais liée en particulier à l'énergie consommée. Et on estime par exemple que un bit consommé représentera à peu près un picojoule par bit, c'est-à-dire 10 puissance moins 12, hein, on est bien sûr du moins 12 ici, donc du téra, hein, mais un pico, donc un pico, donc joule par bit consommé. Les fréquences d'usage entre 1 et 3 donc térahertz, une latence à peu près équivalente de celle de la 5G, sauf que celle-ci, elle sera vraiment garantie à une milliseconde, voire en dessous. Donc des vitesses on l'a dit, donc du terabit par seconde, mais la distribution qu'on aura sur notre mobile ne sera pas nécessairement du terabit. Ça pourra être, par exemple, du gigabit par seconde. Et je vous annonce dès maintenant que votre tablette et votre smartphone, disons de demain ou après-demain, fonctionnera à 1 gigabit par seconde. Et plus aux vitesses que nous avons aujourd'hui. Elle tiendra compte, cette 6G, des versions dégradées pour les objets, les IoT, et également d'un nombre très important d'émetteurs simultanés dans un même point géographique. On pourra avoir jusqu'à 10 millions de devices au kilomètre carré. Donc imaginez ce qu'on va pouvoir faire dans une usine, dans un campus, avec des délais de transit dans le réseau qui vont se situer à peu près entre 10 et une centaine de microsecondes pour traverser le réseau. Et compatibilité avec les vitesses de déplacement, je vous l'ai dit, 1000 km/h. Grande fiabilité, alors pour l'instant, on est encore dans le domaine du laboratoire, mais on est à peu près à 1 erreur par milliard. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est peut-être encore un peu trop. Le standard 6G, comme la 5G, va se décliner donc également donc, en 6G privé. On va pouvoir intégrer des modes de communication non radio, et je reviendrai dans un instant, avec donc le VLC, hein, donc la communication de la lumière visible, le mode holographique, qui vont devoir coexister avec des modes radio classiques. Et on aura un réseau de satellites qui va couvrir toute la planète,
sans s'appuyer nécessairement d'ailleurs sur une infrastructure dense de stations de base au sol, mais avec des cellules qui vont être très petites, qui elles ne seront pas capables d'assurer la gestion des liens multifréquences sans l'aide de ces stations de base qui, elles, seront dédiées. Alors, on pourra en reparler quand on verra arriver donc les premières infrastructures. Et puis une gestion des ressources satellitaires et des usagers qui va beaucoup changer et qui va faire appel lourdement donc aux technologies d'intelligence artificielle, et la 6G, ce sera un gigantesque réseau donc de satellites intelligents. Voyez, et on verra également que ça permettra, la 6G pourra éventuellement prendre en compte les techniques de rechargement, ce qu'on appelle donc le harvesting, qui sont issues, c'est les sources d'énergie qui sont présentes dans l'environnement. Et j'y reviens dans un instant. Ça fait partie donc des technologies qui me paraissent accompagner tout ça. Alors voilà à peu près donc ce qu'on peut dire comme évolution donc de la 6G. Alors, on commence, vous voyez, on est sur la vision 2020, on est sur la vision maintenant. On va avoir donc entre 2023, on va dire, et 2026, on va faire les cahiers des charges pour les fabricants de circuits, pour les téléphones, pour les smartphones, pour les tablettes, etc. Donc, ce sont les requirements donc, qui vont être indiqués. On va commencer entre 2026 et 2029, 2030 à commencer à évaluer donc les solutions, comme on l'a fait d'ailleurs avec la 5G. Rappelez-vous les Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée donc où on a testé les premières installations de type 5G qui étaient d'ailleurs propriétaires. Donc voilà à peu près comment ça va évoluer. Moi, je crois que avec l'influence, entre autres, des organismes de l'ITI, par exemple, organismes de normalisation, mais je pense surtout du 3GPP, qui est un organisme plutôt à obédience américaine, qui joue un rôle très important là-dedans. Ça devrait donc aller beaucoup plus vite, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera à mon sens plutôt 2025. Bon, donc maintenant il faut résoudre un certain nombre de problèmes techniques que je vais évoquer avec vous maintenant. On va parler donc des LIS, ce sont des surfaces intelligentes, c'est assez fascinant cette chose-là, on y vient dans un instant. Bon, et on parlera également de l'intégration donc du VLC et puis donc de l'holographie, voire on aura quelques problèmes avec les très hautes fréquences parce qu'on n'est pas encore très habitué à gérer donc ces très hautes fréquences et on manque encore d'expérience sur ce sujet. Alors, au fond, ce qui nous attend avec la 6G, c'est un schéma que j'ai emprunté, donc qui est celui-ci. La 6G devrait couvrir tous les besoins hors backbone. 5G plus 6G, tous les besoins hors backbone. Alors, on voit ici sur ce schéma, par exemple, les réseaux sous-marins. Encore que ce qui est curieux, c'est qu'à des fréquences très élevées, très élevées, l'eau n'est pas quelque chose de compatible. Au contraire, c'est un obstacle. Mais bon, avec certaines précautions et en gardant des fréquences raisonnables, on devrait pouvoir utiliser donc la 6G pour des réseaux sous-marins. Et puis des réseaux donc des réseaux terrestres, des réseaux de communication de device à device, des 2D, des réseaux qui sont pilotés par le cloud, des réseaux de type IoT, de type edge computing dans les stades, dans les enceintes industrielles, etc. On va avoir des infrastructures absolument colossales qui vont tout traiter, vous voyez, à l'exclusion des backbones. Parce que les backbones, d'abord, ils existent maintenant, y compris dans les zones sous-marines. Donc les backbones de fibres optiques avec des fibres monomodes, je pense qu'on va avoir ce mariage-là. D'un côté, donc des backbones de fibres optiques, et puis ensuite, nos réseaux seront des réseaux cellulaires 5G et 6G. Et tout le reste, à mon sens, va disparaître. Alors bien sûr, je sais que parmi vous, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais moi je crois que ça va se passer comme ça. Et en plus, ça se passera beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. Alors parmi les exemples de technologies qui vont exister et coexister avec le mode radio, donc dans la 6G, on a donc le VLC, c'est-à-dire la communication par lumière visible, quelque chose qu'on pratique depuis quelques années maintenant. C'est l'usage, bien dit, de la lumière visible. Donc en gros, de 0,38 microns, c'est la fin des ultraviolets, jusqu'à 0,78 microns, qui est le début des infrarouges. Bien. Le fait d'utiliser
d'utiliser donc ces fréquences-là, ça permet de libérer d'autres fréquences radio qui pourront être utilisées par d'autres. Alors le principe est assez simple, hein. Enfin, les signaux électriques sont convertis donc en signaux optiques par un ou plusieurs LED. L'intensité lumineuse varie en fonction donc des données à transmettre. Et la modulation la plus simple est de type OOF, c'est-à-dire que c'est on-off keying, donc des 0 et des 1, qui sont transmis avec un codage de type Manchester. Les avantages de cette communication par lumière, attention, on n'est pas sur de la fibre optique là. Enfin, encore que la fibre optique est aussi une communication optique, mais c'est quand même autre chose. Là, on est sur l'usage de la lumière qui va s'éteindre un certain nombre de fois par seconde ou dont l'intensité va être modulée. Eh bien, l'avantage, c'est que le spectre de lumière couvre une bande de fréquence de 300 THz, qui est gratuite et qui ne dépend pas de la FCC ou de qui que ce soit. La lumière n'interfère pas avec les ondes radio, donc on devrait être assez tranquille. La lumière, contrairement aux ondes radio, ne passe pas les murs. Donc ça va permettre de cloisonner les données de part et d'autre des murs. Alors, mais c'est aussi une caractéristique qui va limiter la portée donc du VLC en intérieur, hein, à l'intérieur. Une source lumineuse équipée donc de VLC ou Wi-Fi, hein, c'est à peu près la même technologie, peut être utilisée simultanément pour éclairer et transmettre des informations en même temps. On a dit que la bande passante était gigantesque et également pas de risque pour la santé. Ou alors, depuis qu'on s'éclaire chez nous, eh bien, on devrait être mort, ou tout au moins malade depuis longtemps. Il n'y a pas de risque pour la santé. Maintenant, inconvénient. Inconvénient, c'est que l'usager doit être à proximité donc d'un luminaire en fonctionnement. Ça peut être un plafonnier, ça peut être une lampe de bureau. Un équipement VLC ne peut capter le réseau ne peut pas capter le réseau lorsqu'il est dans la poche d'un vêtement. Et on verra qu'il y a quelques blocages du fait de la structure donc des vêtements. La portée est assez faible, quelques mètres seulement pour des communications bidirectionnelles et limitées donc par des cloisons opaques que sont les murs et les mobiliers. C'est donc fait uniquement pour l'intérieur et il y a un risque par contre d'interférence avec d'autres sources lumineuses. C'est une technologie qui est, j'allais presque dire, très géographique. Il y a des pays qui sont assez avancés, c'est le cas en Europe et au Japon, mais au Canada, on en parle peu, aux États-Unis aussi, on n'en parle pas beaucoup. C'est une technologie mais qui va faire partie, j'en suis certain, de la panoplie de ce que l'on va trouver donc dans la 6G. Alors les murs intelligents, je trouve ça encore plus fou. Plutôt que d'avoir des murs de plâtre dans lesquels il y a des parpaings, il y a des briques, eh bien on va les rendre intelligents. Alors ça c'est assez extraordinaire et le moment viendra. À mon sens, ça va être la nouvelle génération donc des réseaux. La précédente génération, c'était de câbler les immeubles avec un certain nombre de prises de réseaux locaux dans les immeubles. Hein. Là, ça va être de transformer les murs des immeubles et dans les appartements ou les maisons, les transformer en murs intelligents. Une surface intelligente, c'est une surface dont la finalité est d'améliorer donc la qualité des signaux qui sont perçus donc par les usagers dans les réseaux cellulaires 5G, 6G et déjà 7G. Au fond, la qualité qui peut se dégrader, c'est vrai pour de multiples raisons, un nombre d'usagers qui est trop important, des conditions électromagnétiques qui sont incompatibles ou mauvaises à un moment donné, des volumes de données qui sont émises très élevés et insuffisants des infrastructures. Alors le LIS, ce fameux, on le voit ici sur le schéma, ce mur intelligent, il se place donc entre l'émetteur et les récepteurs. C'est un panneau qui est installé aux endroits stratégiques, les murs de la maison, adapté pour servir de relais. Alors c'est une technique qui consiste donc à tamiser le mur de cellules actives qui vont recevoir une onde cellulaire incidente, vont faire un traitement élémentaire dessus, sans avoir nécessairement d'ailleurs besoin de la stocker, et vont réémettre une onde de sortie à destination donc des clients récepteurs, avec éventuellement modification de certains des paramètres de l'onde, par exemple la phase. Et le mur le plus simple ne fera qu'introduire un décalage de phase, toujours le même sur l'onde incidente avant de la réémettre. En fait, on va avoir un traitement qui va s'exécuter dessus. Alors ça va se faire avec des micromodules intégrés donc dans les cellules, qui pourront être des simples capteurs passifs, voire des petites centrales de traitement, hein, avec des MEMS, des fameux systèmes, des petits moteurs donc électromécaniques et électroniques, capables d'appliquer donc des algorithmes complexes. Alors là, ça sera le nirvana.
c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler en 6G de votre salon, votre mur devient intelligent. Alors, le prix sera pas le même, hein, ce sera pas le prix d'un parpaing, hein. Mais vous aurez une qualité donc de qualité et des performances donc de réseau qui vont être absolument extraordinaires. Donc des murs intelligents. Bien. L'alimentation par l'environnement fait partie effectivement du cahier des charges, hein, cahier des charges donc de la 6G. L'alimentation des éléments constitutifs des réseaux 6G, c'est par exemple nos téléphones, hein, ou certains équipements, eh bien, par l'environnement. Cet environnement est à la fois une source d'énergie et de danger, hein. Alors, aujourd'hui, on est un petit peu dans le domaine de la recherche et je vous ai mis ici quelques exemples plus ou moins avancés donc de technologies donc qui font partie de l'environnement, hein, et qui vont permettre d'alimenter par exemple nos téléphones, par exemple le photovoltaïque, avec des rendements qui sont mauvais encore aujourd'hui, hein. Transformation de l'énergie solaire en énergie électrique, c'est l'induction électromagnétique, c'est l'énergie qui est générée par les variations donc d'un champ magnétique, c'est la piézoélectricité, récupération des déformations de cristaux, et surtout, c'est la récupération de l'énergie dissipée et perdue par les antennes. C'est-à-dire qu'on se dit que il y a autour de nous des rayons X, des rayons gamma, des machins et des trucs qui ont des fréquences extrêmement élevées et des longueurs d'onde qui sont très basses et qui ont une énergie potentielle assez considérable et qui permettrait donc d'alimenter certains équipements qu'on va trouver dans l'environnement 6G. Alors, on a à peu près une dizaine d'années pour avancer. Mais je pense que certaines d'entre elles, effectivement, vont aboutir et on va les retrouver, comme par hasard, dans les technologies 6G. Tout cela, quand même, m'amène à traiter donc mon dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est les dangers du cellulaire. Alors, il faut quand même pas trop se faire d'illusions. Les réseaux cellulaires, au fur et à mesure où vous montez en fréquence, par la formule qui est montrée ici, W égale HC sur lambda, lambda étant la longueur d'onde, H la constante de Planck que personne n'a oublié, et C la vitesse de la lumière, ou si vous préférez W égale HF, et F est la fréquence, vous voyez bien que l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Et la formule précédente, on voit bien que l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, jusqu'à maintenant, on était sur des fréquences de quelques gigahertz, de 100 mégahertz à quelques gigahertz. Il n'y avait pas intrinsèquement et individuellement péril dans la demeure, a priori, aux remarques près que l'on va faire un petit peu plus loin. Donc, par contre, en montant en fréquence, ça commence à changer, parce que là, on arrive à des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus basses. Alors, je vous l'ai mis ici, hein. Regardez, vous avez les ondes radio, vous prenez le schéma qui est ici en bas. Les ondes radio, donc, sont des fréquences de mégahertz et gigahertz. Mais à partir du moment où on va travailler sur des ondes millimétriques et submillimétriques, à des fréquences qui sont du térahertz, là, on va avoir, on commence à s'inquiéter. Et on se rapproche, et on le voit, on se rapproche progressivement de fréquences extrêmement élevées qui sont celles des rayons X et des rayons gamma. Ce sont les longueurs d'onde de ces rayonnements se situent entre 0,3 et 0,6 angstrom, et vous ne l'avez pas oublié, l'angstrom c'est 10-8 centimètres, ou si vous préférez 10-10 mètres, ou 1/10 milliardième de mètre. Or, ces longueurs d'onde très basses, fréquences extrêmement élevées, cette fois-ci énergie colossale. Et on le sait bien, les rayons gamma, ce sont donc les trois éléments qui caractérisent donc la radioactivité, et puis les rayons X, dont il faut se protéger, et dont Marie Curie d'ailleurs est morte, hein, il faut quand même le savoir, avec les rayonnements donc du radon, hein, du radium et du radon. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que du point de vue de la santé qui commence à préoccuper beaucoup de gens avec la montée en fréquence et donc l'arrivée des réseaux 5G et 6G, on est encore très loin des longueurs d'onde très basses. Mais à 30 ou à 300 THz, là, je commence quand même à m'en rapprocher. Et
ça commence à devenir un peu inquiétant. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que notre environnement électromagnétique n'est pas neutre. C'est pas le vide autour de nous, hein, du point de vue électromagnétique. Vous avez des téléphones cellulaires, vous avez des téléphones de type DECT, DECT, hein, vous avez des antennes radio, vous avez des fours à micro-ondes, vous avez donc des compteurs électriques, hein, vous avez des antennes de télévision, vous avez des antennes de communication cellulaire des fois anciennes, puis vous avez des routeurs Wi-Fi, Wi-Fi, qui tous émettent en permanence. Si vous mettiez, et vous avez également des rayons gamma et des rayons X dans cet environnement, si vous mettiez un compteur Geiger, ici vous l'ouvrez avec une sensibilité élevée, vous verrez qu'il va crépiter. Et donc notre environnement n'est pas neutre. Le fait de rajouter donc d'autres choses, je ne dis pas que c'est très inquiétant, mais il faut se poser des questions. Et ce sont des questions que je voudrais voir un petit peu avec vous. D'abord, on estime aujourd'hui que le danger des rayonnements n'est pas celui des antennes, contrairement à ce qu'on nous dit, mais c'est plutôt celui des smartphones. On va voir ce que c'est que le DAS, hein, le débit d'absorption spécifique, qui est donc le nombre de watts qui sont assimilés par kilogramme de tissu. Il ne doit pas dépasser une certaine valeur. Mais en fait, on estime actuellement qu'être exposé pendant 24 heures à une antenne de 1 voltmètre, petite antenne, hein, provoque à peu près les mêmes inconvénients que le fait de téléphoner avec un mobile pendant 30 secondes. Alors en montant dans les fréquences, ce sera encore plus vrai. Ce sera encore plus vrai. Avec donc, c'est donc quelque chose qu'il faut avoir en tête. Mais cela dit, il y a autre chose qu'on ne comprend pas. C'est le cumul des ondes. Qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux? Est-ce que le cumul des rayons X, des rayons gamma, des rayons qui viennent de ceci et de cela finissent par se cumuler et avoir des conséquences qui sont négatives? Après tout, il a fallu attendre de nombreuses années pour se rendre compte que l'amiante avait des effets désastreux. Hein, pareil pour la radioactivité, on la voit pas, la radioactivité, il n'y a pas un drapeau ici, radioactivité, non, c'est quelque chose qui est transparent. Donc le cumul des ondes peut être quelque chose d'inquiétant, surtout à partir du moment où on monte donc en fréquence. Alors, j'attire votre attention sur ce schéma, sur ce dessin qui me paraît assez significatif, qui montre que finalement la réceptivité de nous, les personnes, elle est proportionnelle. Elle est inversement proportionnelle plutôt à l'âge. Plus on est jeune, plus on absorbe. Et sur ce schéma ici, on voit que, alors ce qu'on appelle le DAS, hein, qui s'exprime donc en watts par kilogramme de tissu, eh bien un enfant qui a à peu près 5 ans a des tissus qui sont mous en général, et donc il absorbe jusqu'à 4,49 exactement watts au kilogramme. Un enfant qui a 10 ans, on tombe à peu près à 3,2 watts au kilogramme. Et un adulte, là, on va donc tomber à 2,9, voire en dessous. Donc plus on vieillit, moins on a, moins on est réceptif à ce genre de choses. Bon, alors, il faut bien voir que une antenne, l'intensité d'une antenne, du champ électromagnétique, électrique en fait, est exprimée en volts par mètre. Et en général, la loi fixe les limites selon la fréquence, et en général, ça varie de 40 à 80 volts par mètre selon les pays. C'est beaucoup trop. Chers amis, c'est beaucoup trop. Ça devrait être au maximum de 2, 5, 6 volts par mètre, pas plus. Ce qu'on appelle le pire, la puissance isotrope rayonnée équivalente, qui mesure la puissance émettrice maximale d'un équipement, ça c'est une caractéristique importante, et donc le DAS, ou le SAR, donc en anglais, c'est donc l'énergie donc absorbée par un usager. Il ne faudrait pas que ça dépasse non pas 1 et 2 watts au kilogramme, mais 0,1 watts au kilogramme. Alors, malheureusement, c'est pas suivi. Et je l'ai déjà dit lors d'un webinaire précédent. Je me souviens de la publicité faite par Samsung qui disait nous on est formidable, rendez-vous compte avec notre nouveau Samsung, eh bien on a un DAS de 0,448 watts au kilowatt. Excusez-moi, c'est beaucoup trop. Hein. Il faut pas prendre ça comme un argument. Hein. Au contraire, c'est un gros inconvénient. Bon, alors. Les antennes, encore une fois, ce sont pas elles qui sont véritablement les plus coupables. Elles ont une exposition qui est beaucoup plus faible que le téléphone et l'énergie qu'elles dissipent elle diminue donc avec le carré de la distance.
Donc c'est pas elles qui sont vraiment inquiétantes. Donc je pense qu'il faut être sérieux mais prudent. Hein. Alors l'OMS annonce qu'il y a un lien direct entre l'usage du mobile. Donc les ondes émises sont classées en catégorie 2B, potentiellement cancérigènes, au même titre que le café, donc, et les légumes vinaigrés. Bon. À partir ceci de 30 minutes d'utilisation, le mobile peut devenir potentiellement cancérigène. Le Wi-Fi a mauvaise réputation, mais qui, à mon avis, n'est pas mérité. Parce que dans la pratique, le Wi-Fi émet jusqu'à 6 fois moins qu'un smartphone. Cela dit, il utilise aussi une fréquence de 2,4 GHz, qui est très proche de celle des micro-ondes, qui donne un résultat étonnant, ce qu'on appelle l'agitation moléculaire, et qu'on explique assez difficilement. Les routeurs Wi-Fi, en général, sont limités à 100 000 watts dans les bandes un peu anciennes que sont celles de 2,4 GHz. Du côté des téléphones, les téléphones, les vieux téléphones DECT, vous savez, ces téléphones qu'on a dans nos salons, le combiné est donc mobile, mais la base, elle est connectée au réseau. Eh bien, la base elle-même peut se comporter comme une véritable antenne, et donc émettre entre 0,7 et 1,3 volts par mètre, et elle continue même d'émettre hors activité téléphonique. Alors, je vais terminer par ceci. Est-ce que les malades sont malades? Alors, il y a un système, ce qu'on appelle le syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, qui se manifeste par des maux de tête, des fourmillements, de l'insomnie, des dépressions, du déficit d'attention et des pertes de mémoire. Et les gens deviennent sensibles, de plus en plus sensibles à des champs de plus en plus faibles en vieillissant. Et l'électrosensibilité pourrait être reconnue officiellement comme une maladie par l'OMS. Alors, si ce sujet de la santé vous intéresse, je vous recommande d'aller regarder le site internet www.ukcosmos.org, qui est fait par un organisme britannique de surveillance de la santé, qui fait une étude actuellement donc sur 250 000 usagers et qui va durer 25 à 30 ans et qui regarde entre des échantillons donc qui sont comparés, les troubles du sommeil, les tumeurs, les cancers et autres désordres. Et puis, il y a un organisme européen qui s'appelle l'ANSES qui a montré qu'au-delà de 1650 heures d'usage, 1 heure par jour pendant 4 ans, il y a un risque évident maintenant de tumeur cérébrale, le gliome, ou de tumeur du nerf auditif, ce qu'on appelle le neurinome de l'acoustique. À titre personnel, pour en avoir discuté avec beaucoup de médecins dans différents endroits, je suis très inquiet. Parce que ce sont des ondes qu'on maîtrise mal, on ne sait pas trop comment elles se cumulent, c'est des choses qu'on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Il ne faudrait pas se réveiller dans 20 ans, avoir fabriqué des cafetières avec des ondes dangereuses dans la tête de nos enfants. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent maintenant, d'où l'importance, et c'est pour ça que j'ai fait ce webinaire, d'où l'importance de s'intéresser à ce qui arrive maintenant, la 5G, avec évident maintenant de tumeurs cérébrales, le gliome, ou de tumeurs du nerf auditif, ce qu'on appelle le neurinome de l'acoustique. À titre personnel, pour en avoir discuté avec beaucoup de médecins dans différents endroits, je suis très inquiet. Parce que ce sont des ondes qu'on maîtrise mal, on ne sait pas trop comment elles se cumulent, c'est des choses qu'on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Il ne faudrait pas se réveiller dans 20 ans, avoir fabriqué des cafetières avec des ondes dangereuses dans la tête de nos enfants. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent maintenant, d'où l'importance, et c'est pour ça que j'ai fait ce webinaire, d'où l'importance de s'intéresser à ce qui arrive maintenant, la 5G avec leur fréquence et leur longueur d'onde, la 6G, des chiffres absolument mirobolants, mais qui peut-être pourraient contribuer eux aussi, avec le fourmillement gigantesque de devices qu'on va trouver sur la planète, contribuer à ces fameuses dégradations de la santé. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur dans ce domaine, mais je ne fais que répéter ce que j'ai entendu à droite et à gauche. Voilà, je voulais vous dire sur ce sujet. Les prochains rendez-vous auxquels je vous convie, alors la semaine prochaine, le mardi 19 mai, je vais vous parler cette fois-ci des preuves d'autorité. La technologie à laquelle je crois beaucoup, celle de la blockchain. Je vais vous parler de ce que sont les fameuses preuves d'autorité, preuves de travail, preuves, etc., telles qu'on l'envisage avec d'autres systèmes tels que Autorheum. On parlera, vous avez ici donc à peu près l'agenda jusqu'à la fin juin et vous êtes conviés bien évidemment et nous ferons un petit mailing pour vous avertir de
de cette disponibilité. C'est moi qui présenterai ces choses-là. La question m'est posée par Luc Véraud, qui me demande est-ce que la présentation est disponible après le webinaire.